Bonjour, nous reprenons la Web TV avec Frédéric Vinet. Freddy, excusez-moi. Freddy. Oui. Donc, 53 ans, une petite fille de 6 ans, Oui. habitant à Saint-Drézéry, Mhm. donc des études à Nantes, originaire de Vendée, Mhm. l'esprit vendéen, Oui. très enraciné. Oui, et puis résistant. C'est quoi l'esprit vendéen? Ah, c'est des esprits rebelles, hein, rebelles à la République. Rebelles. Il paraît, oui. Oui, il y a un peu de ça quand même. Donc, depuis 20 ans à Montpellier, maître de conférence, professeur, chercheur, directeur de département. Oui. Vous me dites si je me trompe. Hein. Professeur, oui, professeur, directeur de département de géographie. Voilà, historien géographe, sur la géographie des risques, inondations, tempêtes, cyclones, donc très sensible à l'écologie. Donc on reçoit donc Freddy, parce qu'en 2018, exactement 100 ans après la Première Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, il a écrit un livre qui fait référence, qui s'appelle La Grande Grippe, 1918, la pire épidémie du siècle. Donc un livre de référence sur la grippe espagnole. Voilà, climatologue aussi, a écrit des bouquins sur l'inondation sur l'Aude, dans l'Aude en 1989, et sur la grêle. Oui. Donc vous intéressez beaucoup à ce qui a été occulté par la mémoire collective. Oui. Puis, alors, c'était peut-être un petit peu le cas pour la grêle, parce que personne n'en parle, mais c'est un risque qui fait beaucoup de dégâts en France et ailleurs. Et puis, c'est ce qui m'a intéressé aussi pour la grippe espagnole, parce que c'est un événement qui est complètement occulté de la mémoire collective, et ça m'intéressait justement de le remettre un petit peu au goût du jour. Donc, passionné par la montagne, l'alpinisme, a gravi 3 fois le Mont Blanc, le Kilimandjaro, le Mont Ararat. Voilà, danseur, salsa, potager, fait ses légumes. Oui, j'essaye. Qualité, fidèle en amitié, humain, flegmatique, humour. Ah, mais ça, ce sont les autres qui le disent. Je leur laisse la responsabilité. Il va falloir nous amener la preuve. Eh bien, voilà. Pragmatique, de conviction, défaut un peu lunaire comme les scientifiques, et têtu. Eh bien, ça, c'est le côté vendéen. Voilà, on retombe sur nos pieds. Voilà. Donc le numéro 886 de la Glorieuse, donc on continue, comme la semaine dernière, avec les pistes cyclables. Alors la semaine dernière, c'était les pistes cyclables, on présentait les pistes cyclables, et cette semaine, c'est les voitures en colère. Donc au nord de Montpellier, voie domitienne, avenue Charles Flahault, les automobilistes pestent contre ces pistes provisoires. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Je suis cycliste, et si vous voulez, je peux vous faire un petit chapitre sur le cyclisme à Montpellier. C'est pas évident. C'est compliqué d'être cycliste à Montpellier. Mais globalement en France, hein, parce que je suis allé au Danemark il y a 2 ans, et au Danemark, l'ordre de priorité est inversé. C'est-à-dire ce sont les cyclistes qui ont la priorité, et ce sont les automobiles qui s'arrêtent. En France, par l'agglo de Montpellier, à chaque fois que vous êtes sur une piste cyclable, quand vous arrivez à un carrefour, vous n'avez plus la priorité. C'est l'automobile qui a la priorité. Et ça change tout. C'est insupportable. Parce que vous êtes obligé de vous arrêter des dizaines de fois, et on a mesuré que l'arrêt, le fait de s'arrêter pour un cycliste et de repartir, c'est l'équivalent d'un effort de 50 mètres de vélo, de pédalage. Donc si vous vous arrêtez 10 fois, c'est comme si vous faisiez 500 mètres de plus. Vous arrêtez, oui, 10 fois. C'est pour ça que les cyclistes ne s'arrêtent pas au feu rouge. Et voilà. On dit aux cyclistes, ils ne s'arrêtent pas, ils ne respectent pas les priorités, etc. Mais les priorités sont faites pour les automobiles. Donc vous vous arrêtez tous les 20 mètres ou tous les 30 mètres. Et en vélo, quand vous faites du vélo, c'est épuisant. Voilà. Exactement. Moi qui fais beaucoup de vélo, c'est le cas. Voilà, c'est plus FD. Donc voilà, la guerre entre les vélos et les voitures ne fait que commencer. Donc on revient aussi sur le tourisme. Donc en Occitanie, le tourisme plus impacté que l'aéronautique.
On revient aussi sur un article donc, avec les aides aux entreprises à Castelnau-le-Lez. Dominique Nury donc, nous dit les 2 millions d'euros annoncés pour aider les entreprises cachent quelque chose. On revient aussi sur les écoles et le grand flou dans la métropole. Voilà pour le sommaire, une partie du sommaire du numéro qui est décalé, qui va sortir, qui devait sortir ce matin et qui sortira demain matin, exceptionnellement. Voilà. Donc, Freddy Vinet, est-ce que vous connaissez La Glorieuse ? Oui, j'ai entendu parler de La Glorieuse. Je ne suis pas un lecteur assidu, mais je connais bien. Est-ce qu'on peut dire que la pratique satirique et humoristique est compatible avec le sérieux d'un professeur-chercheur, maître de conférence ? Ah bah, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas mélanger, mais bien sûr. Oui. J'ai parfois de l'humour à froid que les étudiants ne comprennent pas toujours, mais il n'y a pas de problème. Dans l'actualité ces derniers jours, qu'est-ce qui vous a marqué en dehors du Covid ? En dehors du Covid, il y a quelques semaines, les invasions de criquets en Afrique de l'Est, où on a énormément de récoltes qui sont détruites par des invasions de criquets. On n'en parle pas, mais c'est quelque chose... Sénégal ? Plutôt Afrique de l'Est. Kenya, Tanzanie. Et c'est quelque chose qui est assez dramatique pour ces pays-là. D'accord. Mais bon, voilà. Il y a d'autres priorités. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'effet masque médiatique du Covid, masque entre guillemets, médiatique du Covid, qui masque un petit peu tout le reste. Donc vous êtes auteur de la grippe espagnole, la plus grande épidémie de l'histoire, depuis la peste noire, 50 millions de morts. C'est 50 millions, c'est beaucoup plus que la Première Guerre mondiale. Oui. Le bilan de la Première Guerre mondiale, c'est 18-20 millions de morts, civils et militaires. Et puis là, on est au bas mot à 50 millions, peut-être 100 millions, mais on est plutôt sur la fourchette basse pour les évaluations actuelles. Plutôt 50 millions, mais c'est déjà énorme pour une population d'1,8 milliard. C'est-à-dire une population qui est 4 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui sur Terre. D'accord. Et pourquoi on appelait ça la grippe espagnole, qui n'a rien d'espagnol en fait, vu qu'elle vient des États-Unis ? Alors, elle vient des États-Unis peut-être. On ne sait pas trop. Il y a eu une thèse effectivement qui a dit qu'elle serait originaire du Kansas, où on l'a repérée en mars de 1918 très tôt dans un camp militaire. Mais en fait, on n'est plus beaucoup sûr de cette théorie. Et le terme espagnol, en fait, il vient principalement de la presse espagnole, qui, en mai 1918, lors de la première phase épidémique, était une presse libre, puisque l'Espagne n'était pas en guerre, donc il n'y avait pas de censure, et la presse s'en donne à cœur joie, au début sur un ton très, très badin, très humoristique, avec beaucoup de caricatures. On parle de la grippe qui est la maladie à la mode, la epidemia de moda, parce que le roi Alphonse XIII est malade en Espagne au mois de mai, et parce qu'il y a plusieurs de ses ministres qui sont malades aussi, et les conseils des ministres ne peuvent pas se tenir. Donc, du coup, les journaux anglais, puis français et allemands reprennent ce terme, après avoir utilisé plusieurs d'autres termes. On parle de grippe chinoise de temps en temps. On a vu le terme aussi de grippe des Flandres en Allemagne, puisque les Allemands pensent que la grippe a été importée en Allemagne lors de l'offensive des Flandres, en juin 1918. Donc voilà, il y a plein de termes qui voguent au début, et puis ça se stabilise sur la grippe espagnole. Mais c'est une de ces erreurs de l'histoire qui se stabilisent dans le temps et qui continuent dans le temps. Comme on appelle toujours les Indiens d'Amérique, les Indiens, ils ne sont pas bons. Il y a eu d'autres épidémies de grippe ? Oui, alors il y a des épidémies de grippe avant. On connaît la grippe depuis le XVIe siècle, il y a des épidémies de grippe. La dernière en date, avant 1918, c'était celle de 1889-1890, qui avait fait à peine 100 000 morts en France, et qu'on appelait la grippe russe, et qui venait vraisemblablement d'Asie de Chine par l'Asie centrale et par la Russie. Et là, on voit très bien la progression en 1889-90 par la Pologne, l'Allemagne. On suit très bien la progression de l'épidémie.
Parce que pour en revenir au Covid, là, le Covid, c'est une évolution, une certaine mutation de la grippe. Non, ce sont des virus. Ça n'a rien à voir. Ah non, non, ce sont des virus différents. Hein. Ce sont des virus différents, ça c'est clair. Mais ce qui a pu. Parce qu'on a dit que c'était une grippette au départ. Oui, oui, mais parce que les symptômes sont à peu près semblables. Hein, et c'est la première et peut-être la seule chose qui la rapproche de la grippe espagnole, c'est que les symptômes sont à peu près semblables. Ça commence par des maux de tête, des fièvres, des courbatures, un syndrome grippal en fait. Et puis ensuite des complications principalement pulmonaires. Donc le coronavirus et virus de la grippe s'attaquent principalement aux cellules pulmonaires. Alors il y a d'autres virus qui s'attaquent au foie, qui vont se fixer sur les reins, etc. Là, ce sont des virus qui s'attaquent principalement aux poumons, et les complications se font principalement, mais pas que, principalement sous forme de bronchopneumonie. C'est comme une grippe, quoi. En termes de symptômes, oui. En termes de symptômes, avec quand même quelques différences, notamment des différences en termes de contagiosité et puis de temps d'incubation. Hein. Ah, oui. Le temps d'incubation du Covid-19 est quand même un peu plus long que la grippe. Pour la grippe espagnole, on a des témoignages de temps d'incubation vraiment très, très rapide. Ça se répand vraiment très rapidement. En 1918, là, comment les gens ont fait pour échapper à la grippe espagnole ? Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ne pouvaient pas forcément faire grand-chose, hein, puisque à l'époque, on ne connaissait pas l'agent pathogène, on ne connaissait pas le virus. On pensait que c'était un virus, mais on ne l'avait jamais observé. On savait que les virus existaient, mais on ne pouvait pas les observer. On n'avait pas de microscope assez puissant. Et ce sont d'ailleurs des chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis, Nicole et Lebailly, qui ont identifié le fait que ça pouvait venir d'un virus, ce qu'on appelait un virus filtrant, parce que c'était un virus qui passait au travers les filtres qu'on avait, les filtres à bactéries qu'on avait. Donc, ne connaissant pas l'agent pathogène, on n'avait pratiquement qu'une solution. Il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas d'antiviraux, et puis il n'y avait pas non plus toute la panoplie qu'on a actuellement de soins en réanimation qui permettent de récupérer les cas compliqués. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, on avait, dans le meilleur des cas, de l'oxygène, mais c'est tout. Et alors, comment faisaient les gens, je répète ma question, pour échapper ? C'est-à-dire que c'était surtout les villes qui étaient atteintes, ou c'était, si on habitait au fin fond de la Lozère ou de l'Ardèche, on était tranquille. Mais je répète ma réponse, et ma réponse c'est que les gens n'y échappaient pas. Et on voit dans les registres d'état civil, alors dans les campagnes, dans les petits villages où on a des densités de population assez faibles, le virus passe en une semaine, 10 jours. C'est-à-dire qu'on voit dans les villages, moi j'ai par exemple fait des études sur les registres d'état civil de Saint-Gély-du-Fesque, de Saint-Dréziry, enfin les villages autour de Montpellier, on voit que les décès, il y a une surmortalité pendant une dizaine de jours, puis après ça disparaît, ça va ailleurs. Dans les villes, comme on a une population beaucoup plus importante, le temps que toute la population soit au contact avec le virus et développe la maladie, et guérissent pour la plupart des gens, 95% des gens guérissaient, il faut, ça dure un mois et demi. Hein. Donc à Montpellier, à Lyon, à Paris, l'épidémie se déroule sur plusieurs semaines. Et on pense que l'épidémie, elle se termine à l'été 1919. Les derniers cas, c'est mai 1919 en France. Et on estime que pour que l'épidémie meure comme ça, c'est qu'elle a touché pratiquement plus de la moitié de la population et qu'il y a eu une immunisation collective qui s'est opérée. D'accord. Vous indiquez que la grippe de 1918 n'a pas marqué les historiens. C'est parce qu'on est dans le feu de la victoire, en fait, dans le feu de l'action de la victoire, dans l'euphorie de la victoire. Alors, il y a ça, c'est clair, puisque mais il y a plusieurs pays, c'est pas un phénomène uniquement français, hein, il y a plusieurs pays où on a oublié cette grippe. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est l'ombre de la Première Guerre mondiale. Quand on construit, après la Première Guerre mondiale, quand on construit la mémoire de la Première Guerre mondiale,
hein, on va glorifier le Poilu, Pétain, Clémenceau, on va construire des lieux de mémoire avec l'Arc de Triomphe, les monuments aux morts, etc. Et la grippe, elle n'a pas sa place là-dedans. Hein, elle n'a pas la place dans ce discours de l'héroïsme national, de la défense suprême du pays. Et puis aussi parce qu'on est, on est à une période où on est impliqué dans les progrès de la médecine. Hein, c'est-à-dire que c'est la période post-Pasteur, hein, donc Pasteur fin 19e, l'asepsie, les vaccins, les gestes d'hygiène. Donc on pense, au début du 20e, on pense en avoir fini avec les épidémies. Et donc le bilan dramatique de la grippe espagnole, il ne cadre pas du tout avec ce discours de progrès de la médecine. Et la grippe espagnole, elle ne reviendra dans la mémoire principalement auprès des personnels de santé et des responsables, des chercheurs en santé et en médecine, qu'à la fin du XXe siècle, après l'épidémie de sida, dans un monde où on a enfin admis que le risque infectieux ne disparaîtrait pas. D'accord. Hein, parce que la déclaration de l'éradication de la variole par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 1977. Donc en 1977, l'OMS déclare qu'une maladie infectieuse, la variole, a disparu. Ce qui est vrai. Hein. Mais après, il y en a d'autres qui vont apparaître ou réapparaître. Est-ce que ça a généré une peur, cette grippe, dans la population? Pas trop, pas trop finalement. Pas trop finalement. On a très peu de témoignages de panique. On a de la méfiance. Hein. Il y a des traces de méfiance. Hein. C'est-à-dire que les gens, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui tousse, on a des témoignages. Dès qu'il y a quelqu'un qui tousse dans un théâtre, tout ça, c'est un peu suspect. Mais il n'y a pas de panique générale comme il y a pu y avoir, par exemple, pour le choléra au siècle précédent, au XIXe siècle. Le choléra déclenchait des paniques collectives, la peur bleue. Ça vient de là, ou la peste par exemple, mais la grippe non, parce que la grippe est réputée maladie bénigne. Hein, c'est de la grippe, c'est de la grippe. Et effectivement, il y a 80%, 95% pardon, des gens qui survivent. Ce qui n'est pas le cas du choléra, où on avait plutôt des taux de mortalité de 50%, voire plus, ou de la peste pulmonaire. La peste pulmonaire, là, c'est 100% de létalité. C'est-à-dire, si vous êtes malade, c'est fini pour vous, à l'époque. Et donc, pour la grippe, c'est pas le cas. Donc, c'est une maladie qui n'était pas au sommet de la hiérarchie des maladies qui faisaient peur, finalement. Qu'a-t-elle laissé dans les mémoires? Eh bien, peu de choses. Peu de choses. Autant le choléra au XIXe siècle a laissé des choses dans les mémoires. J'entendais ce matin que le gouvernement allait réactiver la médaille des épidémies, quelque chose comme ça, qui avait été créée en 1884 après l'épidémie de choléra. Après la grippe espagnole, rien de tout ça. Il n'y a pas eu de conséquences. Mais ce qui marquait plus l'histoire de la santé, ce sont les maladies chroniques, comme la tuberculose, les maladies vénériennes ou les maladies infantiles, par exemple, où là, il y a eu une lutte sur le long terme. Et cette grippe espagnole, elle a été tellement fulgurante, tellement courte, et elle arrivait tellement à une période où on était vraiment concentré sur autre chose, à savoir la guerre, que finalement, elle a laissé assez peu de traces. Et l'action de l'État, elle a été différente entre 1918 et celle que nous vivons aujourd'hui? Ah oui. Alors en 1918, surtout en France, là c'était la caricature de l'improvisation et de la minimisation et de l'impréparation. Alors il n'y a pas eu d'abord de consigne nationale. Hein, pas de consigne nationale. Et à partir du mois de septembre 1918, quand le pouvoir central commence à s'inquiéter quand même, parce que le nombre de morts augmente, il y a des cas compliqués, il invite les préfets et les municipalités à prendre les mesures nécessaires. Sauf que on est en temps de guerre, et c'est très compliqué de prendre des mesures. Alors, pas de mesures nationales, parce qu'évidemment, il ne faut pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Hein, si vous prenez une mesure de confinement national, enfin le terme n'existe pas à l'époque, mais si vous prenez de telles mesures, l'ennemi voit que vous êtes en état de faiblesse.
hein. Donc évidemment, il n'en est pas question. Et puis ensuite, les préfets ou les maires au quotidien, sur le plan économique, ils voient très bien que fermer les marchés, ça va rompre, ou fermer les commerces ou les services, ça rompt l'approvisionnement d'une société, d'une part qui est saignée par 4 ans de guerre, et puis une société qui vit à flux tendu. Les sociétés de 1918, elles vivent à flux tendu. Il n'y a pas de réfrigérateur dans les habitations, les gens sont payés à la journée ou à la semaine, donc il faut qu'ils aillent toucher leur numéraire. Enfin voilà, il n'y a pas des systèmes de cartes bancaires, il n'y a pas Internet, il y a très peu de téléphones, enfin voilà. Donc la société, elle vit à flux tendu et elle est obligée de se ravitailler, quoi. Elle est beaucoup plus fragile que la société actuelle. Alors sur ce plan-là, mais il y a aussi ce qu'on appelle des résiliences. Et ça, on le voit après la grippe espagnole. Après la grippe espagnole, on voit des résiliences, notamment dans la prise en charge des enfants et dans les remariages aussi. On voit très bien que en Espagne, par exemple, j'ai fait une étude spécifique là-dessus sur l'Espagne, on voit très bien que dès novembre 1918, les remariages de veufs augmentent. Le nombre de remariages de veufs. C'est-à-dire, ce sont des veufs qui se retrouvent seuls, qui ont perdu leur épouse et qui ont des enfants éventuellement à charge et qui cherchent à se remarier tout de suite. Donc ils vont se remarier avec la voisine, avec la belle-sœur, etc. Donc voilà. Et puis il y a des enfants qui sont pris en charge par les grands-parents, par les oncles. Et donc la société est habituée au coup dur. Et il y a quand même des processus de ce qu'on appelle aujourd'hui résilience qui font qu'on arrive à surmonter un petit peu. Comment analysez-vous aujourd'hui les actions des élus locaux et des maires en fait qui veulent être des bons pères en fait dans cette crise? Des bons pères? Oui. Vous avez une lecture paternaliste alors? Ouais. Un petit peu, oui. Ouais. Tous les élus, ils essayent de trouver des solutions. Est-ce que c'était le cas ce qui était où on trouve des analogies, c'est dans l'équilibre en fait entre difficile à trouver entre le respect du principe des barrières sanitaires, enfin des gestes sanitaires, notamment ne pas favoriser les attroupements. Et puis, de l'autre côté, maintenir la vie économique. Donc je pense que les maires, ils sont encore dans ce dilemme-là. Moi, d'après les interventions, je trouve quand même qu'ils sont les maires sont assez stressés par tous les aspects juridiques maintenant, sur la judiciarisation. Donc il se dit, voilà, bon, est-ce qu'on va m'accuser de ne pas en avoir fait assez, etc. Donc il peut y avoir une surenchère de ce côté-là. Mais est-ce que les pandémies sont de la faute de l'homme? Sur le... oui, parce que c'est le fait que l'homme existe. Hein. Mais sur le fait que ça soit une pandémie, oui. Moi, sur le débat sur la mondialisation, sur l'épidémie, la pandémie qui est une conséquence de la mondialisation, etc. Moi, je trouve que je pense que c'est un faux débat, hein, parce que la mondialisation, elle existait déjà en 1918. La mondialisation, elle date de Christophe Colomb. Hein. Donc la mondialisation a existé en 1918, et en 1918, on voit très bien que la diffusion mondiale de l'épidémie, elle se fait par les navires transatlantiques, enfin transocéaniques, et on voit très bien le virus qui se diffuse de l'Europe vers l'Afrique du Sud, vers l'Inde, vers les colonies, par les transports de troupes. Ce sont les transports de troupes qui conduisent le virus, puis après ça se diffuse à l'intérieur, notamment on le voit très bien en Afrique, ça se diffuse à l'intérieur par les voies ferrées. J'ai été également surpris en 1918 par la mobilité des populations. Les populations sont très mobiles, hein, les personnes n'hésitent pas à faire 20-25 km par jour
pour aller dans le village voisin, pour vendre 2 ou 3 poules, 2 ou 3 cochons. Voilà. Et en fait, là, pour travailler, il y a beaucoup de travailleurs saisonniers qui viennent faire les vendanges, qui vont en Espagne parfois à pied, ou en vélo. Enfin, la société est quand même très très mobile. Donc, voilà, dire qu'on est dans des sociétés mobiles, c'est la mondialisation qui a favorisé la diffusion, sans doute, mais c'est pas nouveau. Vous pensez que la crise a été bien gérée? A posteriori, on peut toujours dire, il aurait fallu confiner avant. Ce qui est difficile, c'est de donner des consignes dans des populations qui n'ont pas forcément le réflexe. Ce qui est important, c'est les représentations. Est-ce que, à tous les niveaux, les populations, les gouvernants, etc., est-ce qu'ils ont une représentation mentale des impacts possibles? Et en France, bon, on avait perdu un petit peu cette culture. C'était un petit peu comme la canicule de 2003. La canicule de 2003, quand la chaleur arrive en 2003, on n'a pas de représentation mentale, du lien mental entre chaleur et décès. Donc, on n'est pas du tout préparé, et évidemment on ne trouve pas de solution parce qu'on n'a pas du tout, on fait pas du tout ce lien, que ce soit la population ou les responsables, etc. Il y a une polémique là sur les masques, il y avait des millions de masques qui ont été détruits 3 mois avant l'épidémie, on n'a pas reconstitué les stocks. Oui, mais bon, c'est un problème assez complexe parce que ça coûte cher aussi. Donc, les premiers qui rouspètent parce qu'il n'y a pas de masque maintenant, c'est ceux qui ont rouspété. La France, il paraît que ça coûtait 3,5 millions d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Mais bon, quand il y avait une maladie comme ça qui se préparait, peut-être qu'il fallait un peu prévoir. Oui, mais alors à ce moment-là, au début, en décembre, janvier, faire des stocks en décembre, janvier à ce moment-là. Oui. Mais après, la question de maintenir des stocks, des gros stocks sur le long terme pour la prochaine épidémie qui aura peut-être lieu dans 15 ans ou dans 20 ans ou l'année prochaine, on n'en sait rien. C'est un choix politique, ça coûte évidemment, donc c'est un choix politique. Et ceux qui rouspètent parce qu'on n'a pas de masque, c'est peut-être ceux qui vont rouspéter aussi parce qu'on dépense trop de l'argent et qu'on va brûler des masques parce qu'ils sont périmés. Donc, on va passer à autre chose, là on va parler un peu de la région. Là, selon André Siegfried, oui. Vous connaissez? Oui. Enfin, pas personnellement, mais... il y a une géographie des tempéraments. Oui, ça c'est vieux, ça. Ouais. C'est vieux. C'est ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut dire de la caractéristique des gens qui habitent en Occitanie? Je me garderais bien de donner de faire des portraits robots qui sont de réducteurs, mais bon, il faut quand même. Sans d'autres réducteurs, oui. Il y a quand même un tempérament alsacien, vendéen et méditerranéen en France. Oui, on dit que les Méditerranéens sont plus exubérants et que les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Mais... Oui. Donc il n'y a pas plus sur la géographie des tempéraments. Non. Ce que disait Siegfried, il disait que, que le tempérament des personnes, notamment que les votes politiques, étaient liés aux caractéristiques physiques des régions, au climat, au type de géologie, etc. C'est ce qu'on a appelé le déterminisme. Et ça, évidemment, c'est un peu... c'est une conception qui a été complètement affirmée, quoi. Mais non, en plus, bon, dans des métropoles comme Montpellier ou d'autres métropoles du Sud, il y a quand même un mélange des populations. Moi, quand je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, il y avait encore beaucoup de collègues qui avaient l'accent méridional. Et maintenant, il y a très peu de collègues qui ont l'accent méridional. Donc il y a des mélanges.
C'est vrai qu'on est, on est au stade européen maintenant, donc ça me permet une transition. Donc l'Europe, selon vous, doit-elle prendre en charge la compétence du risque? Alors, l'Europe n'a pas la compétence sur le risque sanitaire, ça c'est clair. Oui. Ça c'est sur le sanitaire. Donc le sanitaire, à mon avis, les États vont vouloir garder leurs compétences, mais l'Europe a déjà pris, pas forcément pas forcément des compétences, mais elle œuvre déjà, notamment elle a lancé une directive en 2007 sur les inondations. Donc elle oblige les États à produire de la donnée sur les inondations, à élaborer des plans de gestion des inondations, etc. Il y a aussi un système d'alerte européen qui vaut ce qu'il vaut, qui a été mis en place. Mais bon, là, le problème c'est que les risques, ils se gèrent souvent en local. Hein. Déjà, on le voit, le national, c'est compliqué à gérer. Parce que du mal, le national. Ah ben oui, parce que là, on voit très bien que, notamment, ce qui pose problème à l'État jacobin, c'est de faire des différenciations régionales. Hein, on voit bien que ça lui pose problème. Hein, parce qu'on est habitué à faire des directives qui s'appliquent, égalité de tout le monde devant la loi, tout le monde est égal, tout le monde se voit appliquer les mêmes mesures. Or, l'épidémie, elle est anisotropique, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est... elle n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Tout comme les risques. On ne peut pas comparer les inondations des crues méditerranéennes aux inondations de la Loire, aux inondations de la Seine. Donc fatalement, elles ne sont pas gérées de la même manière. Mais on a toujours des outils centraux qui nous disent, voilà. Donc on peut dire que la centralisation jacobine montre des limites avec cette crise. Oui, avec cette crise et avec les risques en général. Hein. Il faut un petit peu de souplesse, là. Quand retournez-vous enseigner? Mais j'enseigne toujours. On enseigne à distance. Et il y a un processus qui a été mis en place. Donc on fait des cours, et puis on fait les évaluations, les examens en ligne. Alors ça se passe bien? Oui, non, ça se passe bien. Ça se passe bien techniquement. Non, ça se passe bien. Non, mais... C'est mieux de dire oui, ça se passe bien. je vais développer. Ça se passe bien techniquement. Mais on sent très bien que on a besoin aussi de la présence physique. Hein, et les étudiants aussi ont besoin de la présence physique. Et ne serait-ce que pour une université conçue complètement à distance, en ce qu'on appelle en distanciel, moi ça me paraît complètement impossible et non souhaitable, ne serait-ce que par exemple, on ne peut pas imaginer que les étudiants soient en ligne et passent leur année sur leur lit avec leur ordinateur portable à entendre les cours de leurs enseignants. Quelles sont les limites? Les limites, c'est l'absence, par exemple, de cadrage horaire. D'ailleurs, il faut obliger aussi parfois les étudiants à venir, à se lever à 8h du matin parce qu'il y a un cours, il faut être présent, etc. Et puis aussi parce que, évidemment, ça va être les meilleurs et les plus motivés qui vont suivre les enseignements. Et puis ceux qui sont pas très motivés, qui vont un petit peu décrocher, ceux-là, on ne peut pas les rattraper, quoi. Vous vous rendez compte qu'il y en a certains qui décrochent? Oui, il y en a qui décrochent, oui, bien sûr. Alors là, l'administration publique a une obligation de moyens, pas de résultats. Donc en termes de moyens, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour la réduction de ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc il y a des ordinateurs qui ont été prêtés, il y a des clés 4G qui ont été prêtées pour les étudiants qui n'avaient pas de bonne connexion Internet. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Il y a un sondage qui a été fait, il y a des agents de l'université qui ont appelé les étudiants un par un pour savoir s'ils étaient en situation de suivre les cours en ligne. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Je pense que difficile de faire mieux, on ne peut pas non plus leur tenir le crayon. Mais voilà. Après, c'est vrai que... Et puis pour les étudiants, notamment les étudiants qui sont en master,
On a besoin aussi du contact physique, de travail en groupe. Voilà, Ouais. il y a des dynamiques collectives qui sont... Deux questions encore. Pensez-vous que l'importance de l'économie numérique a atténué le choc de la crise? Alors là, je suis pas spécialiste. Je peux pas... Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Enfin, la montée en puissance de cette économie numérique fait que les gens ils peuvent travailler délocalisés, les étudiants peuvent apprendre par distance. C'était peut-être pas le cas. C'était pas le cas en 1914, en 1918, c'était pas le cas. C'est clair. Donc, mais à l'inverse, l'épidémie va renforcer aussi l'économie numérique. Oui. Elle va renforcer le numérique. Avec les paiements à distance, les cours à distance, les Amazon et compagnie. Mais les crises, il y a beaucoup de crises comme ça. Par exemple, quand vous avez une épidémie de neige ou une grève des transports à Paris, le télétravail tout de suite monte en flèche aussi. Parce que c'est... Bon, on termine avec la question chapeau, traditionnelle. Oui. Vous choisissez, vous tirez dans le chapeau. D'accord. Voilà. Si vous pouvez nous lire la question. Oui. Si vous arrivez à relire. Ouais. En 1918, y avait-il ce débat contraintes sanitaires contre enjeux économiques? Oui. Je vous ai déjà répondu. Il y avait ce débat, et le débat était clairement tranché, au moins en France, pour la continuation de la vie économique. Le débat était clairement pour le maintien de la vie économique, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'on n'avait pas forcément les modes de continuation de l'activité en confiné. Je vous ai dit, il n'y avait pas de réfrigérateur, voilà, les gens étaient obligés de s'alimenter. Et puis d'autre part, parce qu'il fallait alimenter l'économie de guerre. Donc il fallait que les gens travaillent. Et les principales limites, notamment le ralentissement des transports ou la diminution du nombre de métros en 1918, c'était lié au nombre de personnes malades. Et ça c'est... alors on n'est pas en région parisienne ici, on est en Languedoc, en région moins touchée. Mais c'est quelque chose qui est moins sensible, me semble-t-il, maintenant qu'en 1918. En 1918, on a vraiment des témoignages où on voit qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont malades, qui ne vont pas travailler parce qu'ils sont malades, ou parce qu'ils s'occupent de malades à la maison. Et ça c'était la principale limite à l'époque, plus que des limites de confinement ou de fermeture des lieux publics, etc. Très bien, je vous remercie. Mais je vous en prie.